que quelques heures et les Tunisiens seront aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, le chef de Nida Tounes est donné favori face au président sortant Monsef Marzouki. Déjà 8 mois que les lycéennes de Chibok ont été enlevées au Nigeria, le mouvement Bring Back Our Girls maintient la pression sur le gouvernement. Les Cubains favorables au retour de la paix entre les États-Unis et leur pays, ils saluent l'acte historique de rapprochement entre les deux États. Un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. La campagne pour le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie a pris fin ce vendredi. Monsef Marzouki et Beji Caïd Essebsi s'affronteront pour le second tour de ce scrutin dimanche prochain. Opposant historique de la dictature tunisienne devenu président grâce à une alliance avec les islamistes, Monsef Marzouki se pose en rempart contre le retour de l'ancien régime, mais ses détracteurs l'accusent d'avoir sacrifié ses principes à son ambition. À 88 ans, Beji Caïd Essebsi, le favori de ce scrutin, a quant à lui servi aussi bien Bourguiba que Ben Ali avant de s'imposer comme le poids lourd de la Tunisie post-révolutionnaire. Les deux candidats qui ne se cachent plus la haine qu'ils vouent l'un envers l'autre seront départagés dimanche prochain donc, où les Tunisiens sont appelés à choisir celui qui désormais présidera aux destinées de leur pays. Le 14 avril dernier, le groupe islamiste radical Boko Haram enlevait 276 lycéennes à Chibok au nord du Nigeria. L'événement avait suscité l'indignation de la communauté internationale, mais 8 mois plus tard, plus de 200 lycéennes restent toujours captives. Reportage. C'était le 14 avril dernier. Le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok dans le nord du Nigeria. 276 lycéennes sont kidnappées. 8 mois après, 57 filles ont réussi à s'enfuir, mais le sort de 219 d'entre elles reste toujours inconnu. Dans une vidéo diffusée peu après l'enlèvement, le leader de Boko Haram, Abou Bakar Shekau, avait menacé de vendre les filles comme esclaves ou de les marier de force. Puis dans une autre vidéo diffusée en mai, on voit certaines d'entre elles forcées d'expliquer leur conversion à l'islam. Pour les militants de la campagne Bring Back Our Girls, l'attente est devenue trop longue. C'est vraiment ahurissant que dans une nation comme le Nigeria, nous n'ayons pas encore ramené nos filles. Mais nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse le nécessaire et ramener nos filles maintenant et vivantes. Les autorités nigérianes sont incapables d'enrayer l'insurrection dans le nord du Nigeria et le président Goodluck Jonathan est souvent critiqué pour son inaction. Boko Haram multiplie les attentats depuis l'enlèvement des lycéennes et devient une véritable menace régionale. Le nord du Cameroun subit de plus en plus d'incursions sanglantes et le Niger et le Tchad redoutent des attaques. En octobre, les autorités ont annoncé un cessez-le-feu et la libération des otages de Chibok. Rien de tout cela ne s'est produit. Je vous dis que nous n'avons pas conclu de cessez-le-feu avec quiconque. Nous voulons la bataille, frapper, tuer avec des armes à feu, car le goût du métal nous manque. L'enlèvement des lycéennes a suscité une vaste indignation internationale. Depuis quelques mois, la campagne de mobilisation affaiblit. Mais les lycéennes sont toujours retenues et les enlèvements se multiplient. Cette semaine, 185 personnes ont été enlevées dans un village proche de Chibok. Toujours au Nigeria, la Banque centrale a annoncé ce vendredi des mesures pour enrayer la spéculation contre la monnaie nationale, le Naira, qui a chuté avec la baisse des prix du pétrole dont le pays est le premier producteur en Afrique. Concrètement, les acheteurs de devises sur le marché
interbancaire ou auprès d'un courtier devront les restituer à la Banque centrale nigériane s'ils ne les utilisent pas dans les 48 heures, a indiqué l'institution dans un communiqué. Les particuliers et les banques qui ne se plieront pas à cette injonction seront soumis aux sanctions qui s'imposent, des sanctions pouvant inclure une suspension du marché d'échange, a averti la Banque centrale. Rappelons qu'en tant que premier producteur de pétrole du continent africain, le Nigeria dépend à 70% de ses exportations de brut pour son budget et à 90% pour ses recettes en devises. Et puis en Haïti, des manifestants ont défilé pour exiger la démission du président Michel Martelly. Le dépôt de tablier du Premier ministre dimanche dernier n'a pas émoussé l'ardeur des partisans de Dessalines. À leurs yeux, Michel Martelly n'a aucune crédibilité. La crise politique perdure en Haïti. 6 jours après la démission de Laurent Lamotte, le président n'a toujours pas choisi un candidat pour le poste de Premier ministre. Michel Martelly a repris les négociations avec les différents partis politiques, mais ses opposants radicaux refusent tout dialogue et manifestent toujours pour son départ du pouvoir. Ils soutiennent que la solution à la crise doit nécessairement passer par le départ de Michel Martelly, parce qu'avec lui, il n'y aura pas d'élection crédible, honnête et démocratique dans le pays. Les protestations ne faiblissent donc pas à Port-au-Prince. Des milliers d'habitants des quartiers populaires manifestent dans les rues de la capitale. Pendant que les manifestants défilaient dans l'aire métropolitaine, le président Michel Martelly était en réunion avec certains dirigeants de partis politiques plus modérés, mais il n'a pas encore fait connaître son choix pour remplacer le Premier ministre démissionnaire Laurent Lamotte. La justice ivoirienne rendra sa décision le 26 décembre prochain en ce qui concerne la candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien. Une candidature qui est à la base de la crise qui déchire le FPI, principal parti d'opposition à Abidjan, à 10 mois des élections présidentielles. La justice ivoirienne statuera le 26 décembre prochain sur la validité de la candidature à la tête de son parti en crise de l'ex-président Laurent Gbagbo, emprisonné depuis 3 ans à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Après avoir écouté les observations des avocats des deux partis et les avoir enjoints à présenter leurs arguments par écrit, le juge a renvoyé l'affaire au vendredi 26 décembre 2014 pour le prononcer de sa décision. En effet, l'actuel patron du Front populaire ivoirien Pascal Afine-Guesson, opposé à l'ex-chef de l'État dans des élections internes, a assigné début décembre les cadres de son parti en justice pour annuler la candidature de Laurent Gbagbo. Mercredi dernier, Afine-Guesson a remporté le premier round du combat judiciaire au sein du FPI. La justice a confirmé l'interdiction à sa demande du 4e congrès du parti qui devait se tenir du 11 au 14 décembre dernier à Abidjan. 2 camps s'affrontent au sein du FPI. Le premier fait de la libération de l'ancien président ivoirien, le cœur de la stratégie de lutte du parti. Le second, cependant, aspire à s'investir dans le jeu politique et à participer à la présidentielle de 2015 derrière Pascal Afine-Guesson, qui dirige le FPI depuis 2011. Le parti de Laurent Gbagbo, principale formation politique de l'opposition en Côte d'Ivoire, est plus que jamais divisé à 10 mois de la présidentielle de 2015. Hors du continent africain maintenant, intéressons-nous à la suite de l'acte historique de rapprochement entre Washington et la Havane. Les États-Unis se disent prêts à accueillir le président cubain Raúl Castro. Barack Obama a par ailleurs évoqué son possible voyage dans l'île communiste pour consacrer cet événement que les Cubains accueillent favorablement. Suite à la manifestation de la volonté des 2 chefs d'État de normaliser leurs relations diplomatiques, les premiers entretiens officiels interviendront dès janvier.
Les deux gouvernements avaient mené pendant 18 mois des tractations ultra secrètes en vue de mettre fin à l'un des derniers vestiges de la guerre froide. Je pense que tous les Cubains sont très heureux parce que le blocus est en place depuis plus de 50 ans. Donc nous allons avoir plus de tourisme à Cuba et notre économie va s'améliorer, ce qui va bénéficier à tout le peuple cubain et aussi au peuple américain parce qu'ils peuvent venir acheter ici des cigares, le rhum, qu'ils ne pouvaient pas acheter avant. Je pense que c'est bien pour les deux pays de restaurer les échanges commerciaux, mais surtout pour le peuple cubain, d'avoir une autre perspective économique, d'avoir une autre vie. Cela fait beaucoup d'années que la même politique n'a pas fonctionné, pour l'un comme pour l'autre gouvernement. Donc il est temps d'arranger quelque chose qui bénéficie aux deux pays. Je pense que le président des États-Unis, Obama, a dit quelque chose de très gentil en dépit des différences. Alors, pourquoi est-ce que les États-Unis n'auraient pas de relation avec Cuba? Nous avons des idées différentes, mais nous devons nous respecter les uns les autres, ainsi que nos idées respectives. Seulement Barack Obama aura à passer de sérieux obstacles. Cette amorce de réconciliation butera sur un Congrès américain globalement hostile à la levée de l'embargo économique, lequel embargo Washington impose depuis 1962 à la Havane. Sur ce point, les deux présidents ont conscience que cette épineuse question n'était pas réglée. Les républicains qui contrôleront dès janvier les deux chambres ont déjà prévenu que ce congrès ne va pas lever l'embargo au dire du sénateur de Floride. Mais les premières mesures de rapprochement ne nécessitent pas pour l'instant l'aval du congrès. Il suffira d'appliquer de petits assouplissements économiques et de mener des discussions en vue du rétablissement des relations diplomatiques. L'Union européenne doit adopter une stratégie de long terme face à la Russie, au-delà des sanctions qui ont durement frappé l'économie russe. Il s'agit d'une déclaration faite à l'issue d'un sommet européen par l'ancien Premier ministre polonais et nouveau président du Conseil européen. Je vous propose de suivre un extrait de sa déclaration. Notre approche doit être conforme à nos ambitions et à notre potentiel. Nous devons faire plus que d'être réactifs et sur la défense. Nous devons retrouver notre confiance en nous en tant qu'Européens et prendre conscience de notre propre force. En fait, aujourd'hui, c'est la Russie notre problème stratégique, pas l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un problème évident à cause de leur situation économique, parce que l'Ukraine est victime d'une sorte d'invasion. Nous devons être réalistes et non optimistes. Et ça veut dire que nous devons traiter cet enjeu comme un enjeu de long terme, pas comme une réaction à une simple crise. Dans le cadre de la journée internationale des migrants, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Calais en France à l'appel de l'organisation Emmaüs. Cette manifestation est suscitée par la construction d'un mur devant empêcher ces migrants de tenter l'aventure vers la Grande-Bretagne. Ils sont sortis par centaines, les habitants de Calais, pour dire non à la construction de ce barrage qu'ils considèrent comme le mur de la honte. Un mur qui est la matérialisation d'un accord franco-britannique conclu en septembre 2014. Il prévoit notamment le renforcement de la clôture du port de Calais et la construction d'une barrière le long d'une partie de la rocade menant aux installations portuaires pour prévenir les assauts, ce qui n'est pas du goût des manifestants. Ça me paraît, comment dire, oui, inhumain. J'ai honte d'être un être humain quand je vois ça. Ça déshonore la République française. Les gens qui arrivent ici, ils sont dans la détresse. Ils sont parcouru des kilomètres en Afrique, ils sont traversés la Méditerranée, ils se trouvent bloqués à Calais et c'est pas un mur de plus qui va les arrêter. Environ 2500 migrants installés dans des campements se trouvent actuellement à Calais. Ils sont pour la plupart originaires de l'Est de l'Afrique et espèrent pouvoir un jour se rendre illégalement en Grande-Bretagne, considérée comme un Eldorado. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très bonne suite de programmes en compagnie de Sika TV. Au revoir.